Madagascar et la mer, mythe ou réalité insulaire. C'est un questionnement de géographe pour Madagascar qui, à partir de l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours, eh bien, on se demande, on se pose la question si la population malgache est une population insulaire ou est-ce que c'est une population donc, qui se rapproche davantage du continent africain. Donc c'est peut-être une question comme ça qui en soulève beaucoup d'autres. Mettons en contexte cet intitulé qui est flou et que peut-être à la conclusion, j'hésite à parler de conclusion, parce qu'en fait je vais offrir, parce que c'est un débat qui est encore ouvert à mon avis, eh bien dans la conclusion, je proposerai un autre intitulé donc, qui est beaucoup plus peut-être précis, mais engagé aussi. Et moi, je suis un ancien du collège Saint-Michel, et je me souviens bien, quand on nous a appris la géographie de Madagascar, eh bien, les enseignants prenaient comme point de départ la grande île, le continent. Tout à l'heure, j'y reviendrai avec cette question terminologique. Pourquoi ? Parce pourquoi quand on parle d'île, on peut parler aussi de continent. Donc, les enseignants se focalisaient sur la grande terre, sur le continent, pour eux, progresser lentement mais sûrement vers eux, les mers et les océans. Et donc, si vous voulez, comme moi qui étudiais sur les hautes terres, enfin, je ne connaissais pas bien la mer. Je n'avais pas ce sentiment d'être un insulaire. Je me considérais comme un individu, comme dans les... disons, en fait, inconsciemment, je croyais que la population malgache était une population continentale. Et donc, c'est ça le contexte. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais casser cette tradition scolaire, parce que c'est encore valable aujourd'hui. Je vais proposer une autre approche, c'est-à-dire faire comme nos aïeux, comme nos ancêtres. Donc, ils sont partis, ils sont entrés dans la grande île ils ont traversé donc le sud de l'océan Indien, ils ont traversé les mers de Madagascar et pour eux, arriver donc pour débarquer donc sur les côtes, puis donc il y aura donc une remontée. Enfin, tout à l'heure je vais essayer de détailler ça. Il faut signaler d'abord que moi je suis géographe, je vois des éminents historiens qui sont là, des collègues, et donc en fait mes connaissances en histoire sont très limitées. Mais je suis un passionné d'histoire. Donc je pense qu'ils vont venir à ma rescousse au lieu de me fusiller. Donc en fait, je me réjouis qu'ils sont là. Donc voilà pourquoi je propose ce plan où l'articulation de mon intervention en 3 parties.
Donc, on va essayer, je vais essayer de... Parce qu'en fait, ce que je vais parler là, en fait, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas... Enfin, je l'ai lu dans les livres, mais il y a beaucoup, par exemple, je vais parler des petites îles de Madagascar. Je n'ai pas encore mis les pieds donc, dans la plupart de ces petites îles. J'aimerais bien un jour, mais bon, ça c'est le rêve aussi peut-être de l'insulaire ou de l'îlien. Donc, on va découvrir le sud de l'océan Indien, sud-ouest de l'océan Indien. On va essayer de découvrir les mers de Madagascar. Je ferai un survol parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas historien, mes connaissances en histoire sont limitées. N'empêche que j'ai quelques supports documentaires qui pourraient peut-être apporter des éclaircissements donc, sur mon approche. Donc, je vais faire un survol océanique contemporain des mers de Madagascar, après avoir remonté jusqu'à l'époque où les premiers Portugais ont découvert Madagascar. Et puis, dans un second temps, je vais parler de l'île de Madagascar, mais pas seulement l'île de Madagascar, mais aussi ces petites îles et ces îlots. Donc voilà pourquoi j'ai intitulé ça de l'île de Madagascar à l'archipel de Madagascar. Toujours en contextualisant, en fait, les nationaux n'ont pas l'habitude d'ajouter donc ce qualificatif île de Madagascar, mais on dit Madagascar tout court parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Donc, cette île de Madagascar, donc en fait, c'est une occasion aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être des lycéens ou des collégiens. Donc là, je chemine inversement. On va découvrir l'île de Madagascar, puis on va parler de l'archipel de Madagascar. Parce qu'on peut parler, pour les géographes, Madagascar est un archipel. Donc ça va m'obliger tout à l'heure, pour niveler, si vous voulez, pour avoir à peu près le même niveau de compréhension, je serai obligé donc de parler de quelques définitions pour que chacun et chacune donc puisse se situer. Et puis, dans un troisième temps, en fait, c'est ça en fait la conclusion. Mais j'hésite à parler de conclusion, mais c'est peut-être une ouverture. Quand on est insulaire, on a toujours ce rêve imaginaire. Parce que c'est ça, en fait, qui... c'est une des représentations de base de l'insulaire, c'est-à-dire c'est ce rêve, c'est cette image géographique donc d'île paradisiaque, d'île mystérieuse. Donc, bon, nous, en tant que géographes, est-ce que l'on pourrait parler de l'archipel tropical de Madagascar? Donc là, voilà pourquoi c'est un débat qui est ouvert. Parler de Madagascar en tant qu'archipel, qui plus est, il faut rajouter l'adjectif tropical. Eh bien, cela pourrait revaloriser l'imaginaire géographique et le mythe de Madagascar pour avoir une réalité insulaire renouvelée. À la découverte du sud-ouest de l'océan Indien et des mers de Madagascar. Donc en fait, comme le portail d'entrée est donc la mer,
on va parler du cycle de l'eau à partir donc de la mer. Pourquoi? Parce que les insulaires ou les îliens, ils sont d'abord, ils doivent s'adapter donc aux conditions insulaires physiques. Et si vous voulez, habiter une île n'est pas facile. Et donc, il faut partir de ce grand cycle de l'eau, à partir de l'océan, pour pouvoir comprendre les représentations insulaires. Par exemple, il y a beaucoup d'îles dans le monde, beaucoup d'archipels, où les populations insulaires, par exemple, vivent sur le pied d'un volcan qui est encore en activité. Ils ne vont pas quitter leur habitat, ils font, sauf en cas de force majeure, mais après chaque éruption, ils y reviennent parce qu'ils y sont très attachés. Donc il y a donc ces contraintes de la géographie physique des îles que l'on va essayer de voir, pas seulement des contraintes, hein, mais il y a aussi donc beaucoup de potentialités. Dans certains cas, les contraintes sont transformées en potentialités. Par exemple, pour l'archipel du Japon, par exemple, eh bien, ce n'est pas une contrainte pour eux d'habiter donc sur eux des petites îles. Ils construisent des ponts qui relient donc les îles entre elles. Avec la contrainte surfacique, ils construisent verticalement des gratte-ciel, mais qui résistent au séisme d'une magnitude de 5, 6, parce qu'en fait, ils ont une technologie qui est propre au Japon. Et donc, parmi ces contraintes, par exemple, il y a le réchauffement climatique et les cyclones tropicaux auxquels Madagascar doit faire face tous les ans. Et puis, à partir, donc, après avoir parlé de l'océan, donc l'océan, en fait, c'est cette partie du sud-ouest de l'océan Indien. On va parler des mers de Madagascar. Et puis, donc, là si vous voulez, c'est comme un survol à la fois donc satellitaire, vertical, qui fait un zoom sur les terres. Et après, donc, à partir de l'océan, on va, disons, survoler donc à l'aide d'un drone, donc le but de façon oblique. Donc, on apporte les côtes et puis donc on va remonter jusque dans les hautes terres. Donc, c'est ce qui m'amène aussi après à parler donc du réseau des fleuves et rivières de Madagascar, qui sont, enfin, pour vous mettre dans le bain, c'est un réseau de fleuves et rivières qui présente des potentialités énormes en hydroélectricité, mais que Madagascar n'a pas su ou n'a pas pu exploiter depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, il y a ça. Et donc, parlons de ce grand cycle de l'eau. Enfin, ce n'est pas un enseignement académique, hein, mais là, en fait, comment on va lire ça? Est-ce que je peux voir? Ok, d'accord, il y a la flèche. Le point de départ, en fait, c'est l'océan. Donc, ce n'est pas le cycle de l'eau classique, mais c'est le grand cycle de l'eau pour les îles. Et donc, là, c'est classique, hein, c'est basique. Donc, avec le rayonnement solaire, donc on assiste à une évaporation d'une partie des eaux de la mer sous l'action du soleil. Et puis donc après, il se produit donc un phénomène de condensation. Donc des nuages se forment dans le ciel et puis ça tombe sous forme de précipitation. Donc sous forme de précipitation en pluie,
en grêle ou en neige. Et puis, il y aura donc une partie de cette eau qui tombe, qui va s'infiltrer dans le sol. Et puis donc une autre partie donc va alimenter les fleuves et rivières donc par ruissellement. Et puis là, ce qui n'apparaît pas là, en fait, c'est le rôle donc des différentes formations géologiques d'un continent ou d'une île, c'est-à-dire la formation. Si, il y en a ici donc la formation donc des nappes phréatiques donc qui ressurgissent en source. Donc c'est le grand cycle de l'eau. Et donc pour Madagascar, avec ce phénomène de réchauffement climatique, c'est-à-dire cette hausse de la température moyenne de la planète de 1,5 degré C. Donc, les îles comme Madagascar, bien entendu, la Réunion, Maurice, qui sont à côté de nous, donc subissent de plein fouet disons, ces effets négatifs donc, du réchauffement climatique. Comment ça se manifeste sur l'océan? Ça veut dire qu'en fait, les cyclones tropicaux vont devenir de plus en plus intenses. Et donc là, par exemple, là c'est un exemple, le 10 mars 2025 à 4 heures, heure locale, on a donc ces deux cyclones, Jude et Yvonne, donc, qui vont frapper presque en même temps donc, les îles. Et donc là, par exemple, nous voyons que là, ici, donc, cette partie de l'océan Indien est disons, une mer chaude où la température maintenant dépasse les 27 degrés, très propice à la formation donc, de perturbations et de cyclones. Et on a donc cette partie, les parties de Madagascar, de la Grande Île qui sont exposées, en fait, c'est le nord-nord-est. Et puis, c'est cette partie aussi, l'est et le sud-est. Mais on a aussi le canal de Mozambique qui est une mer chaude. Et donc, les cyclones de l'est, du nord-est, donc vont toucher cette partie de la corne de l'Afrique, enfin, cette partie de l'Afrique. Et puis donc, à cause des barrières orographiques, on assiste donc à un retour, à un contournement donc des cyclones donc vers le canal de Mozambique, vers le sud-est. Et donc, ce qui se passe actuellement, en fait, c'est cette partie de Madagascar qui commence à être arrosée. Aussi donc par les précipitations, bien entendu, les dégâts sont énormes. Donc là, ces cyclones tropicaux, en fait, ces cyclones en fait, font partie des représentations insulaires. Des représentations insulaires, les populations, malgré qu'elles habitent pour Madagascar dans des cases en falafel, très vulnérables aux cyclones, eh bien, elles s'attendent jusqu'à la dernière minute pour quitter leurs abris, leur maison, donc pour se mettre à l'abri. Et donc, si vous voulez, donc, ce n'est pas une peur, mais si vous voulez, donc c'est une acceptation de ces phénomènes météorologiques qui deviennent de plus en plus intenses, peut-être en les attribuant donc à des aussi manifestations pour certaines de la colère de Dieu vis-à-vis de Madagascar, des fois. Parce que donc il y a ça, il y a ces représentations insulaires traditionnelles confrontées donc à cette
approche scientifique très occidentalisée donc, de ces phénomènes-là. Je me souviens bien, je connais des membres de la famille qui habitent à Mananzar. Je ne me souviens pas du nom du cyclone, mais l'œil du cyclone tardait donc à rentrer sur Mananzar. Donc pendant des heures, l'œil a tourné à côté de là. Et puis donc, il y a eu par exemple les Zumbias et les Piscis donc, qui essayaient donc disons de demander pardon et de demander donc la clémence à ces météores contraignants. Donc voilà pour les cyclones. Quand on parle aussi de la mer et des océans, eh bien, les îles sont gratifiées donc par des ressources marines et côtières non négligeables. Donc pour Madagascar, pour la grande île, eh bien, on a des concentrations géographiques donc, de ces ressources marines et côtières dans cette partie de Madagascar, donc le nord et le nord-est, et aussi donc, dans cette partie, donc, le sud et le sud-ouest. Mais à mon avis, il y a aussi d'autres potentialités marines et côtières donc, le long des côtes de l'ouest et puis donc de l'est et aussi donc de l'extrême sud. Donc parmi par exemple ces ressources marines, on a les ressources halieutiques, le concombre de mer, calmar, langoustes, les poissons, les requins. Il y a aussi donc l'holothurie culture, les cultures marines. Donc il y a les crabes, le poulpe, et donc il y a aussi donc l'algoculture. Donc des ressources marines abondantes. Et puis on a aussi sur le littoral des écosystèmes riches, les mangroves, on a les récifs coralliens. Pour nous, par exemple, à Tamatave, la route elle est très mauvaise, la route est en mauvais état actuellement, mais de Tamatave, on peut prendre par exemple un week-end à Full Point pour profiter donc on pouvait prendre, il fut un moment où on pouvait prendre le taxi brousse, donc c'était pas trop cher, et puis à Full Point on a des restaurateurs et des hôteliers donc qui essaient donc de satisfaire donc ce besoin de tourisme balnéaire donc de nationaux. Bien entendu, il y a aussi des Européens qui viennent, et il y a aussi des hôtels, des restaurants donc, qui sont un peu plus haut de gamme pour eux. Donc, vous voyez que là, on a 13 régions littorales. 13 régions littorales qui peuvent jouir ou pas de ces aménités en ressources marines. Il y a donc beaucoup de communes littorales qui sont à côté donc de cette grande réserve donc de ressources marines. Et
là, vous voyez, là, la zone économique exclusive de Madagascar, c'est-à-dire donc ça part du trait de côte jusqu'au large, jusqu'à 370 km au large. Et bien entendu, il y a les mers territoriales, et puis donc il y a la zone contiguë. Et donc là, on a donc, Madagascar a le privilège donc d'avoir cette vaste ZE qui l'entoure, et mais qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore exploités de façon optimale jusqu'au jour, jusqu'en mode, on commence, mais c'est on t'attend encore. Et puis là, cette partie du sud-ouest de l'océan Indien, l'Indian-Océanie, eh bien, vous voyez là Madagascar, et puis donc il y a beaucoup d'îles aux alentours donc, qui possèdent leur ZE. Donc, cette proximité d'îles et d'archipels, en fait que il y a à certains endroits donc un chevauchement des frontières donc de ces ZE. Et donc un chevauchement, et puis c'est ce qui, je vais en parler très peu. Pourquoi? Très peu des îles éparses. Pourquoi? Parce que il y aura encore une rencontre le 30 juin entre les deux délégations, c'est-à-dire la France et Madagascar, quant au comment résoudre, peut-on parler de conflit diplomatique sur la délimitation donc de ces ZE, et puis donc il y a cette confrontation de la quête de souveraineté de la partie malgache, et puis donc plutôt donc du principe de cogestion de la part de la France. En tant que géographe et même non géographe, il ne faut pas oublier que la France possède la deuxième ZE donc, du monde après les États-Unis. Et donc, moi je pense que les négociations donc, seront un peu plus complexes. Et puis, donc là, nous avons tant que la délimitation administrative et juridique, donc officielle, donc des ZE de Madagascar. Et puis, on va, après avoir abordé les côtes, on va remonter donc sur les hautes terres. Et donc, là, on a la grande île donc, qui est gratifiée donc, par ce réseau hydrographique qui est complexe. Donc vous avez, c'est peut-être pas assez visible, vous avez donc en bleu ciel les fleuves et rivières. Vous avez donc en bleu foncé donc les lacs, mais d'après cette vue globale, eh bien, on voit qu'en fait, toutes les régions de Madagascar, les districts et les communes sont globalement bien irrigués donc par les fleuves et rivières. Et là, on est encore à une petite échelle, c'est-à-dire là, on est très haut, mais si on fait un zoom, on descend, eh bien, par exemple, vous avez là, par exemple, le massif du Macaï, qui vient d'être découvert récemment, il y a quelques années, et donc et qui est, je pense, classé en
patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc là, par exemple, eh bien, on a le massif du Macaï, à partir du massif du Macaï, on a donc ce réseau hydrographique qui est plus ou moins étoffé. Donc le Mangouk, le Tirpine, ça ce sont les noms de fleuves, les fleuves que l'on a appris par cœur au collège Saint-Michel, sinon ça nous a valu, le fait d'oublier ces principaux fleuves nous a valu des punitions à l'époque et des coups de règle, parce que c'était encore le mode d'éducation à l'époque. Là, par exemple, on a le Pharaon, Namur, le fleuve Mananzar, et donc là, vous avez les lacs donc, qui font partie, en fait, qui a été creusé pendant la colonisation, donc pour avoir le canal de Pangalan qui peut être utilisé donc pour acheminer les marchandises, et c'était aussi un moyen pour la colonisation donc de faire un contrôle militaire de cette partie donc de l'Est malgache. On a ici par exemple le bassin versant donc du Mangour, qui là on n'a pas les routes, mais que l'on peut que l'on traverse en voiture et où les Japonais viennent de construire donc un pont à double sens. Et là, vous avez aussi, par exemple, ici, le Pittsburgh, qui se déverse donc vers... Il y a donc des fleuves, plus ou moins grands. Et puis dans le nord, on a aussi donc avec ce massif du nord, on a aussi donc des réseaux hydrographiques qui arrosent par exemple les plaines de Bouine. Et puis on a cette partie-là, le nord-est de l'île, jusqu'ici, donc en fait, qui est pénalisé donc par des routes en très mauvais état, qui ne sont pas, qui sont très difficilement praticables. Il y a des périodes de l'année où on peut pas, même en 4x4, on n'y arrive pas. Et donc, enfin, il y a par exemple mes étudiants lors des vacances et après les vacances, les étudiants de Tamatave qui sont originaires donc de la partie nord-est de l'île, eh bien, ils préfèrent prendre le cabotage pour arriver à Tamatave plutôt donc que d'aller sur route, avec tout ce que ça suppose en termes de danger de la navigation, donc de cette mer qui est très agitée donc par l'Alizé, donc qui arrive de façon oblique, c'est-à-dire du sud-est, qui souffle donc du sud-est vers le nord-ouest. Donc voilà, concernant donc cette richesse du système hydrographique. Donc là, une photo donc, qui illustre ce transport de marchandises donc, sur le canal des Pangalan. Les populations des hautes terres hésitent à prendre ces embarcations, mais localement, il n'y a pas... ça fait partie donc des représentations locales
Et même si de telles embarcations donc, sont là, on voit qu'en fait, c'est en plein surcharge et on ne peut pas parfois donc éviter le danger. Maintenant, on va entamer la deuxième partie en mettant l'accent un peu plus donc, sur l'archipel de Madagascar. Donc de l'île de la Grande Île jusqu'à l'archipel. En fait, au XVe, XVIe siècle, eh bien, l'histoire de Madagascar, en fait, était déjà fortement empreinte de représentations imaginaires d'une île mystérieuse, d'une île qui ressemble peut-être au Jardin d'Éden, que les Portugais et que Marco Polo, il y a d'autres explorateurs avaient envie de découvrir. Et donc, c'était à une époque où les Occidentaux avaient encore une connaissance limitée de l'extension donc de l'Okoumène. C'est-à-dire qu'en fait, cette partie du sud-ouest de l'océan Indien était encore plus ou moins inconnue. Et il se passait donc que le montre qu'il y aurait cette existence de l'île de Ménoutias. Je vais essayer disons, d'approfondir un peu, mais pas beaucoup, parce que, faute de ce bagage historique limité, mais je vais plutôt m'attarder donc sur les aspects géographiques donc des expéditions, sur la manière de faire, de s'orienter, de faire les cartes, et surtout de la configuration de la Grande Île actuelle n'était pas encore connue donc des navigateurs du XVe et XVIe siècle. Donc, puis on va parler un peu donc survoler de ces migrations successives des ancêtres des Malgaches dans l'île. Et puis on va parler de la Grande Île ou l'île continent. Et puis faire la découverte donc de ces petites îles et des îlots que les touristes occidentaux, les touristes asiatiques connaissent, mais que les nationaux, en fait, les jeunes nationaux connaissent peu ou prou. Là, par exemple, on a cette représentation donc de la Grande Île de Madagascar. À cette époque, Madagascar, il est là. Il s'appelait pas encore, l'île ne s'appelait pas encore Madagascar, mais c'était encore une île imaginaire. Le temps de... Voilà. Donc en fait, ces représentations imaginaires de l'île étaient donc liées au récit de Marco Polo. Pour les géographes, par exemple, il y avait le planisphère de Fra Mauro en 1459 et le globe dessiné par Péan en 1492. Et puis, à titre informatif, Madagascar va être découvert donc le jour de la célébration donc de la fête de Saint-Laurent sur les cartes du XVIe siècle, les cartes de Cantino. Donc avec cette première ébauche
très maladroite de nos jours, mais à l'époque, c'était une prouesse. Et puis donc après, la représentation de Madagascar va évoluer. Là, on a par exemple la carte, si je me souviens, de Mercator, où l'on voit qu'en fait, la silhouette ou la configuration donc, se rapproche donc, de la configuration de la grande île actuelle. Et donc, il y a cette, disons, représentation imaginaire de l'île qui doit être plus ou moins donc valorisé ou revalorisé dans ce bagage, parce qu'en fait c'est l'histoire aussi donc qui fait le mythe, c'est l'histoire qui et donc on a cette carte ethnique de Madagascar, carte ethnique de Madagascar avec les 18 groupes ethniques, mais 18 principaux groupes ethniques. Je voudrais attirer votre attention qu'il y a des groupes ethniques donc, qui sont des groupes ethniques qui habitent le littoral. On a l'habitude de parler de la sécheresse dans l'Andoui, mais les Entendouis aussi, en fait, ont des liens par rapport à la mer. On a donc toute cette partie sud-est, on a l'habitude de parler donc des paysans Pétimsarak en faisant le rapport avec la déforestation donc dans l'interland, mais en fait, les Pétimsarak aussi donc, ont des représentations maritimes et océaniques de la mer. Il y a bien entendu les Vies qui sont de très grands pêcheurs et qui ont cette maîtrise plus ou moins, donc cet art de la navigation. Et donc, on a, si vous voulez, donc, on a ces représentations côtières ou littorales de la mer qui doivent être revalorisées lorsque, durant ce processus complexe et lent donc, de mise en valeur des ZE, de la ZE de Madagascar. Comment intégrer ces populations, ces ethnies côtières dans ce processus donc, d'exploitation donc, de la ZE de Madagascar. Et puis, donc, parce qu'en fait, il y a aussi donc, les îles éparses qui sont autour de Madagascar et qui entrent plus ou moins donc, dans cette délimitation donc, de ZE. Mais enfin, je voudrais attirer l'attention donc, des lycéens, des collégiens sur le fait qu'en fait, ces îles éparses sont déjà, il y a une présence humaine, une présence française sur ces îles éparses donc depuis la colonisation. Donc on parlait à l'époque donc de Madagascar et dépendance. Les dépendances étaient sûrement donc ces îles éparses donc qui appartenaient donc à la France, mais que la France n'a pas rétrocédé à Madagascar lors de l'indépendance. Donc, sur Wantonova, il y a une piste d'aviation, il y a une station météo. Basasta India, en fait, c'est un lac magnifique de très grande beauté paysagère. Il y
y a Europa, il y a une station météo, il y a une piste d'aviation. Donc en fait, il y a une territorialisation plus ou moins séculaire donc, de ces îles éparses par la France. Et c'est ça aussi qui complique peut-être les discussions. Et puis, il y a les îles Glorieuses, il y a des pistes d'aviation. Donc, il y a des scientifiques qui sont présents sur ces îles éparses. Il y a des militaires aussi. Et puis, il y a des avions cargo donc, qui approvisionnent cette présence française permanente donc, sur les îles éparses. Là, par exemple, concernant les petites îles, là, on a donc cet archipel de Radam. Là, c'est petite île magnifique, Nousirande. Donc, en fait, chaque bout de terre, chaque bout d'île est donc précieux. Donc, des fois, on parle de petites îles, d'îlots. Des fois, on parle de micro-îles comme le Vanuatu, par exemple. Donc là, on a donc l'îlot Nuusiar. Pour les jeunes, donc Madagascar possède comme petite île Nosibé, l'île Sainte-Marie, et des îlots Nuslav, Nusve, Nussatan, Nusfani, Nusfali, Nusmangabé, archipel de Radam, Nousirande, Nouskumb, Nousiantalkeli. Et puis donc il y a les îles éparses qui appartiennent à la France, qui font partie donc du district des terres australes et antarctiques françaises, l'île Grande Glorieuse, Passasta India, île Europa, Juan de Nova. Et donc, après ce survol très succinct des petites îles et des îlots, eh bien, on va entamer donc la dernière partie qui est beaucoup plus qui se projette vers l'avenir. Le problème de Madagascar, si vous voulez, c'est qu'on a ce problème donc de pauvreté extrême. En fait, ce sont des réalités, une des réalités insulaires sur la grande île qui est masquée par l'approche des représentations tropicales, touristiques, donc de Madagascar. Donc, enfin, une petite remarque, les petites îles que j'ai évoquées tout à l'heure et les îlots sont presque toutes, je pense, classées aire marine protégée, avec une participation, je pense, active de la France par le biais du FAPBM. Et donc, pour parvenir à ce modèle type, enfin, je dirais un modèle type de développement, tourné donc vers l'océan, que j'appellerais, en fait, c'est moi, hein, ça n'engage que moi. C'est discutable, ça peut être contesté, ça peut être, etc. Ça va dépendre des angles où on prend les choses. Mais en tant que géographe, donc, il y a ce modèle type de l'archipel tropical de Madagascar, c'est-à-dire comment peut-on revaloriser l'imaginaire géographique océanique et insulaire, comment revaloriser le mythe positif de Madagascar, comment la population malgache,
la majorité peut-elle s'approprier cet imaginaire géographique donc de l'île paradisiaque, de l'île mystérieuse, pour renouveler donc une réalité insulaire que je dirais, négative ou pas, une réalité insulaire qui est inachevée. Après, pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans les discussions médiatiques, par exemple, eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, ce conflit diplomatique entre Madagascar et la France sur les îles éparses, eh bien, en fait, c'est de la futilité, parce que nous, ce qui nous intéresse maintenant, nous sommes pauvres, c'est comment trouver à manger au jour le jour. Donc ça, c'est le discours. Pourquoi? Parce que c'est à cause de cette méconnaissance donc, de l'approche en archipel, de l'approche à partir donc, des océans, des mers de Madagascar. Et alors, là, je vais prendre un contre-exemple, c'est-à-dire que sur les chaînes françaises, il y a une série, en fait, que la majorité des Malgaches ne regardent pas. Il y a une série qui s'appelle, je pense, il y a donc la carte de Saint-Marie dans les Antilles britanniques. Mais en fait, Saint-Marie, en fait, n'existe pas. C'est une série, la plupart des Malgaches, des jeunes, en fait, regardent plutôt novellas, etc. Mais c'est une série, en fait, qui a été tournée dans des villages de la Guadeloupe. Donc ça, c'est une carte imaginaire. Il y a c'est une carte imaginaire, tout a été inventé. Et donc, cette carte-là, en fait, fait apparaître l'idéal type de l'île tropicale. L'idéal type de l'île tropicale. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a de très bonnes... Enfin, il y a des routes qui ceinturent le littoral. Il y a des routes aussi donc, qui interconnectent le littoral avec l'intérieur des terres. Donc là, vous avez par exemple des surfaces boisées. Là, vous avez des surfaces cultivées. Et donc là, dans cette partie, donc ça c'est la zone qui est exposée au vent. Et là, vous avez donc la zone sous le vent, où la zone sous le vent, où il y a l'aéroport. Il y a ici, par exemple, les principales agglomérations. Donc, en fait, pour finir mon intervention, je ne sais pas si, je n'ai pas regardé le temps, c'est dans les temps, j'ai dépassé largement, mais je vais m'arrêter après ça. Parce que le sujet est difficile. Hein. Et donc, le schéma modèle de l'île tropicale, selon des géographes, Bourja, Prat, Clouet. Et donc, en fait, on a donc ce modèle type de l'île tropicale où vous avez donc la côte au vent, vous avez la côte sous le vent. Et donc, la côte au vent, eh bien, c'est là que l'on va installer les principales zones agricoles.
bien entendu, il y a cette exposition aux ouragans, cyclones, ouragans chez eux. Et donc, sur la côte sous le vent, eh bien, on va installer donc une métropole et donc les principales agglomérations. Et vous avez donc une route littorale saturée. Donc il y a les routes qui interrelient donc les localités donc de l'intérieur. Et il y a cette fascination pour le volcan, donc volcan actif. Et donc ça c'est le modèle de l'île tropicale que les humains ou les hommes affectionnent lorsqu'on parle d'île. Et donc, pour finir, je vais transposer ça sur Madagascar. On a une carte routière de Madagascar proposée par le routard. Et donc, grosso modo, en fait, le réseau routier de Madagascar fait à peu près 45 000 km, 45 000, 50 000 km sous la colonisation. Et donc, actuellement, il y a moins de 13 000 km qui sont praticables pour les routes nationales. Alors que, si vous voulez, les aménagements coloniaux, en fait, répondent, enfin, il y a une époque donc, de cette approche du modèle de l'île tropicale. Pour Madagascar, donc ce sera l'archipel tropical de Madagascar parce qu'il faut valoriser, il faut, disons, valoriser aux yeux de la majorité donc les petites îles et les îlots. Donc vous voyez donc ces voies de communication qui ceinturent plus ou moins la grande île. Vous voyez, donc là on est à Tana et si vous voulez, Madagascar fait figure d'exception parce que les plus grandes agglomérations ne sont pas sur les littoraux, mais sur les hautes terres à cause de l'histoire. À cause de l'histoire. Et donc, c'est ce qui explique en partie. Et puis donc, si vous voulez, pour Madagascar, il y a cette contrainte surfacique doublée de cette difficulté du relief, hein, parce que là, on a les hautes terres centrales, en fait, s'étendent longitudinalement du nord au sud. Donc, il y a ça, il y a toutes ces localités qu'on a vues qui devraient être, disons, valorisées. On peut donc, pour vous dire qu'en fait, les programmes de construction, de réhabilitation des routes sont énormes. Les programmes. Le chemin sera encore lent. Nous sommes encore confrontés, si vous voulez, donc à cette, disons, insuffisance de budget de l'État pour cette construction de réhabilitation donc des routes nationales. Moi enfin, j'ai dit à mes étudiants, l'idéal serait de ceinturer Madagascar par une route nationale littorale, et puis de réhabiliter d'abord ce qui existe déjà, et puis de relier, parce que ce n'est pas normal que si vous êtes à Diego, par exemple, ou si vous êtes à Antala, on veut se rendre à Tamatave, ce n'est pas normal que l'on soit à Samba et que l'on soit encore obligé de remonter sur Tana, après pour prendre la RN2 pour arriver jusqu'à Tamatave. Et donc, comment, par exemple, se réapproprier donc cette approche insulaire du développement, comment reprioriser les programmes routiers. Bien entendu, il y a les... Et donc, on peut superposer cette couche, par exemple, sur le vaste programme de développement de ZE. Là, il y a déjà des infrastructures, hein,
il y a les ports, les aéroports, comment par exemple c'est en train de se faire, mais si vous voulez, il y a cette temporalité insulaire qui est très lente par rapport aux temporalités continentales. Donc c'est ça qui pose problème. Bien, et puis les insulaires, surtout les Iliens, on dit Iliens quand ça a exclusivement un rapport avec le mode de vie dans l'île. C'est cette temporalité ilienne qui est très lente, donc qui pénalise les insulaires. Donc, il y a des infrastructures, on peut superposer sur cette couche-là donc les aéroports, les ports, les aérodromes, littoraux. Il y a par exemple pour Tamatave, on est en train d'opérer une extension du port de Tamatave avec l'aide de la Chica. Et puis donc Diego, qui, à mon avis, pourrait être, enfin, les fonctions devraient être renforcées avec le contexte géopolitique qui est très chaud actuel, où il y a assiste à une réactivation donc des routes maritimes dans le canal de Mozambique. Donc le port international de Thomas maintenant figure parmi les top 20 des ports africains. Et puis donc, si vous voulez, ce modèle de l'archipel tropical de Madagascar pourrait être une autre manière, peut-être osée de ma part. Et de toute façon, c'est ça qui fait l'île, c'est ce mythe-là, ce sont ces rêves-là qui demandent à être concrétisés à moyen ou à long terme. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je n'ai pas épuisé le sujet. Je pense que cet exposé va soulever beaucoup de questions où j'aurai peut-être des reproches, je ne sais pas, etc. Mais en fait, ça c'est une autre manière de faire de la géographie. Et puis à Madagascar, parce que la géographie malgache, en fait, pour finir, en fait, la géographie scolaire est trop cantonnée dans la géographie régionale, des fois plus ou moins monographique. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, même si j'ai été très long.